Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Tony Gomez, qui, ici dans ce restaurant magnifique chez Laurent, en plein cœur de Paris, au lieu des décideurs politiques et économiques, on va le voir évidemment. Nouveau décor, donc veut pas forcément dire changement d'objectif, puisque nous allons toujours vous raconter des parcours inspirants, des analyses percutantes justement pour appréhender le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Et pour ça, j'accueille Laurent Guillot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes directeur général d'Emeis. Emeis qui assure des prestations d'accompagnement des personnes âgées, maisons de retraite, etc. On va en parler. 78 000 collaborateurs en France et à l'international. Alors, le principe de l'émission, c'est que on va d'abord parler de vous, Laurent Guillot, sans rentrer forcément dans les détails, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, les détails de la formation, etc., puisque ça ne détermine pas forcément une personne. Quelles sont vos passions dans la vie? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Voilà, ma première passion, j'allais dire, c'est mon travail. Ouais. D'abord, ça occupe énormément de mon temps. Et puis surtout, on a l'occasion, quand on est dirigeant, de transformer des équipes, de transformer la société autour de nous. Et donc oui, c'est ma principale passion. Après, j'ai des passions accessoires, je dirais, dans mes temps libres, comme les vins de Bourgogne, la randonnée, la science. Parle pas de formation, mais j'ai une formation scientifique. Je reste très attaché exactement à tout ce qui est science, et donc je continue à m'informer. Mais ma principale passion, c'est mon travail, et c'est la transformation et la façon dont on peut changer les choses à partir de l'endroit où on est. Absolument. Vous avez débuté au ministère de l'économie. Je précise, avant de rejoindre le cabinet du ministre de l'Équipement. Près de 20 ans chez Saint-Gobain, à des postes de direction. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces postes de direction? Quelle est pour vous la façon de manager ces équipes? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de les voir évoluer, de les faire grandir, et en fait de leur donner la responsabilité de transformer l'activité qu'ils ont pour le meilleur. Alors chez Saint-Gobain, c'est des métiers très industriels, très ingénieurs, et donc comment on rend le service au client le mieux possible, avec beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation, beaucoup de process industriels à améliorer sans cesse. Mais la réalité, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir se transformer les équipes et de les voir évoluer et progresser en prenant de plus en plus des données extrêmement complexes. Aujourd'hui, c'est le digital. Hier, c'est encore aujourd'hui l'écologie, et d'incorporer ça dans leur business model. C'est ça qui est intéressant, c'est de les faire grandir. Absolument. Alors, on va parler d'Emeis, bien sûr. Emeis, je le disais, 78 000 collaborateurs en France et à l'international. Ce sont des cliniques psychiatriques, des cliniques de soins médicaux, réadaptation, maisons de retraite, services et soins à domicile et résidence-service. Pourquoi vous avez tenté l'aventure chez Emeis? Alors, je suis arrivé chez Emeis à un moment extrêmement particulier. Cette entreprise, quand j'y suis arrivé il y a 3 ans, s'appelait Orpea. Oui, et donc, tout le monde connaît Orpea. Exactement, tout le monde connaît Orpea à cause du livre et puis de l'histoire qui est arrivée. Et donc, moi, je suis venu reprendre cette entreprise juste après la sortie du livre. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la capacité d'abord... il faut rebondir. C'est une mission extraordinaire, la mission que de prendre soin des autres, que ce soit en maison de retraite ou en clinique, est une mission, essentielle, fondamentale. Il n'y a pas besoin de se poser la question de pourquoi on va travailler le matin. Ça, c'est évident. Et donc, il y a un côté extrêmement attirant dans le fait de faire cette mission. Et puis, il y a 78 000 personnes à l'époque qu'il faut sauver, parce que quand j'arrive dans cette entreprise, en 2022, j'ai pas de quoi payer les salaires de 2 mois plus tard. Donc, il faut sauver l'entreprise, remettre les équipes au travail. Ça, c'était pas la peine. Elles travaillent, elles sont là au quotidien. C'est elles, en fait, qui ont sauvé l'entreprise principalement, en continuant à assurer le service malgré
les souffrances qu'ont occasionné le livre. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, il a fallu changer d'image aussi, parce que bon, il y a eu cette histoire d'Orpea, mais l'image en général, même, je parle des maisons de retraite en particulier, il y a toujours un côté un peu négatif qu'il faut outrepasser, alors que on peut pas y échapper quand il n'y a pas d'autre solution pour et en plus la population est vieillissante. Donc comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que vous avez réengagé les équipes d'ailleurs dans un premier temps pour les motiver et ensuite comment justement aller vers une image améliorée puisque la population va en avoir de plus en plus besoin. Alors c'est deux questions très différentes. Comment réengager les équipes? Les équipes sont très engagées. En fait, on fait des études désormais régulièrement d'engagement, comme on fait dans des grands groupes, etc. On le fait désormais chez Emeis, et j'ai jamais vu des scores aussi élevés d'engagement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de leur expliquer pourquoi ils vont au travail le matin. Oui. Le sens est naturel. J'allais dire, c'est pas comme quand vous construisez une voiture. De temps en temps, il faut se motiver en se disant, je vais construire la voiture. Là, vous avez des personnes âgées, des personnes qui ont des maladies mentales, des personnes qui ont besoin de réhabilitation et de rééducation, qui ont besoin de vous et qui vous demandent de les aider. Et donc, il n'y avait pas de problème d'engagement. Après, il a fallu réexpliquer, remettre de l'éthique dans l'entreprise au plus haut niveau, donc rechanger les équipes de direction, réexpliquer et retisser le lien de confiance entre les équipes de terrain et les équipes du siège et les équipes de direction qui évidemment avaient été complètement cassées. Et ça passe par de la communication, de la transparence, la vérité, du dialogue, des valeurs très très simples et très humaines, mais je crois que c'est ça qui est fondamental pour créer aussi, entreprise. Ouais. Oui, ça c'est. Parce que la perte de confiance aussi de ces personnels, c'est aussi le manque de moyens. C'est aussi ce qui est. Ça, je dirais, c'est pas. C'est important. On a remis des moyens dans les établissements, on a mis des moyens dans la nourriture, on a remis. Voilà, on a fait ça. Mais la réalité, vraiment, c'est important. C'est des preuves, j'allais dire. Mais la réalité, c'est l'attention. La considération que vous portez à ces équipes, la considération, c'est un mot qui est extrêmement important dans l'entreprise, et sans cette considération, vous ne pouvez pas avoir de dialogue et donc vous ne pouvez pas redonner confiance. Alors on parle des personnels soignants, les aidants, les personnels qui sont en contact de ces personnes. Il y a beaucoup de tensions dans ces métiers. Est-ce que c'est facile de recruter? Comment est-ce que vous faites face justement à ces tensions de recrutement dans les métiers du service à la personne? Alors, c'est pas facile de recruter. C'est notamment pas facile de recruter plus les diplômes sont élevés. Donc c'est évidemment, comme tout le monde sait, il y a une pénurie de médecins. Donc c'est très difficile de recruter de médecins. Mais c'est tout le secteur. Et j'allais dire, c'est un peu moins difficile de recruter des infirmières. C'est un peu moins difficile encore de recruter des aides-soignantes. Mais surtout, ce qu'on a, c'est qu'on a une politique RH attractive, à la fois évidemment au moment du recrutement, il y a des questions salariales évidemment, mais aussi par un ensemble de choses qu'on fait sur la formation. On a vraiment accéléré la formation de façon extrêmement importante. La semaine dernière, on a ouvert un centre de formation et d'apprentissage en région parisienne qui est vraiment extrêmement importante, avec des personnes qui venaient là en formation, qui étaient soit de chez nous, soit d'ailleurs, qui n'avaient pas encore de travail, etc., et qu'on allait accompagner pour venir travailler chez nous. Et la formation interne et la progression interne qui permet d'évoluer dans la carrière est extrêmement importante chez nous, et c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache. Mais aussi, on a un programme, je dirais, qui s'occupe de nos collaborateurs de façon plus large que leur vie à l'intérieur de l'entreprise. Donc, à l'occasion de discussions, on a découvert que une de nos collaboratrices dormait dans sa voiture pour pouvoir continuer à travailler, parce qu'elle avait été chassée de chez elle. Oui, après, voilà. Et donc, c'est pas la violence, malheureusement, dans ce cas-là. Voilà, des violences intrafamiliales, et puis après, des choses qui arrivent de la vie de tous les jours. Elle s'entend plus avec ses parents chez qui elles habitaient. Donc, il peut y avoir plein de causes, mais on a beaucoup de personnes, on a quelques personnes qui se retrouvent dans cette situation et qui n'ont pas de solution. Donc, on a créé un dispositif où elles peuvent appeler avant 17h le soir. Je dis elles, parce qu'on a 82% de femmes. Donc c'est ce que j'allais aborder cette question de la féminisation de ce métier. Alors là, il faudrait plutôt parler de masculinisation du métier. Et donc, ils peuvent appeler avant 17h le soir, et on leur trouve
le soir même Ouais. un logement, et on leur trouve un logement pour une dizaine de jours, et on les aide à trouver un logement définitif. Oui, parce que pour elles, parfois c'est compliqué. Bon, ce ne sont pas des gros salaires, hein. Et bien évidemment, on le sait. La question de la mobilité, d'avoir un véhicule pour se rendre au travail, etc. Donc voilà, toutes ces questions-là sont... Exactement. Et donc on essaye, oui, on a mis une cellule en place d'aide qui s'occupe des questions de surendettement, qui s'occupe des questions d'aidance, qui s'occupe de l'aide aux scolaires, parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui ont des difficultés, des enfants ont des difficultés scolaires, des problèmes de santé, le maquis administratif en France pour la santé est un sujet de préoccupation pour des collaborateurs qui parfois ne peuvent pas, ont du mal à s'y retrouver, ou s'ils s'y retrouvent, ont du mal à optimiser, ce qui compte tenu de leur salaire est important pour eux. Et la question du logement qui est notamment en région parisienne une question absolument fondamentale pour elles. Et donc voilà, on a un dispositif d'aide extérieure qui j'allais dire, pour les accompagner dans leur vie de tous les jours et rendre le fait de venir au travail quelque chose qui est agréable pour elles. On parlait de la féminisation, évidemment, la diversité aussi, c'est important. Quelle est votre politique de recrutement? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait davantage de messieurs, en tout cas, qui se dirigent vers ces métiers? Nous, on a plutôt une politique de masculinisation, j'allais dire. Vous voyez, au centre de formation où on était. Un peu ou pas du tout? Pas du tout pour l'instant, c'est très faible. Et donc on essaye de le pousser, mais c'est difficile. Au centre de formation dont je vous parlais, sur à peu près 70 candidats, élèves, on avait un homme. Après, ce qui était formidable, c'est c'est aussi une femme de 60 ans qui venait là pour se former encore et passer d'auxiliaire de vie à aide-soignante et pouvoir progresser à 60 ans, ce que je trouve formidable parce que ça veut dire passionnée par le métier, par métier qu'elle a fait pendant longtemps, parce qu'en fait, en réalité, elle a déjà les compétences et on vient confirmer ses compétences par une formation. On va passer, on pourrait en parler encore longtemps, parce que c'est un sujet passionnant, mais on va passer à la question du World Summit, du World Impact Summit, le sommet des décideurs évidemment qui souhaitent bâtir un avenir durable, juste après le jingle. On a tous eu une expérience, c'est ce qu'on disait justement, pour parler de ce métier ô combien essentiel, aide-soignant, infirmière, tout ce qui permet de maintenir en tout cas les personnes qui vieillissent à domicile. Là, ça va être la question du World Impact Summit à présent, celle que vous avez choisie. À l'heure du purpose washing, comment est-ce que vous donnez du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Vous savez, chez nous, c'est beaucoup d'engagements sociaux, parce que c'est un métier d'hommes et de femmes, de femmes et d'hommes, donc on a énormément d'engagements sur ce point. Purpose washing, nous on n'est pas victime parce que nous le sens il est là, il est inné, donc on a décidé progressivement et d'y aller compte tenu de notre histoire et de l'histoire de l'entreprise avec la sortie du livre. On a décidé de faire ça très progressivement, c'est-à-dire la première année on a décidé en 2023 donc de rétablir les valeurs communes de l'entreprise, donc de travailler avec l'ensemble des collaborateurs sur quelles sont les 4 valeurs qui sont celles auxquelles on est collectivement attaché et qui font qu'on est ensemble une entreprise. Puis en 2024, là on a décidé de passer à une étape supplémentaire, c'est de déterminer notre raison d'être. Et à ce moment-là, de changer la marque également. Donc notre raison d'être, ensemble soyons force de vie des plus fragiles, j'allais dire, ça représente tellement bien nos métiers qu'on n'a pas eu beaucoup de débats avec les équipes. Et puis Emeis, ça représentait notre projet, parce que Emeis, ça veut dire nous en grec. Et donc c'est être ensemble collectivement l'entreprise, être ensemble aussi avec nos patients et nos résidents. Et puis en 2025, on a essayé de franchir un pas supplémentaire qui est de passer entreprise à mission. Et donc de définir nos 4 engagements dans les statuts, avec une démarche qui est singulière dans les entreprises françaises, je pense, qui est de bien séparer ce qui dépend du conseil d'administration, toute la vie quotidienne de l'entreprise, de ce qui dépend de l'entreprise à mission, et donc du comité de mission, avec, comme on a 2 organes, j'allais dire, de décision, bien veiller à les séparer pour pas qu'ils empiètent l'un sur l'autre. Et donc du coup, nos engagements au titre de la société en mission, c'est vraiment des engagements qui ont vocation à changer le monde autour de nous. Et donc, comment changer le monde autour de nous ?
le premier engagement, pas le principal, on en a 4, le premier engagement, c'est de changer le regard sur les plus fragiles et donc sur les gens qu'on a chez nous. Et c'est un engagement très fort. On va voir avec le comité de mission quels sont les indicateurs qu'on va mettre en place et comment on va réussir à faire ça progressivement. Le deuxième, c'est la reconnaissance de nos collaborateurs, parce que il y a besoin, j'en parlais tout à l'heure, la considération et la reconnaissance de nos collaborateurs est absolument fondamentale dans nos métiers. Après, on a un travail sur le maillage du territoire avec nos établissements, parce que en fait, nous sommes la santé, en fait. Exactement, nous sommes un acteur fondamental des territoires. Le nombre de maisons de retraite avec la croissance démographique des personnes âgées ne va faire qu'augmenter. Il faut que contrairement à la Poste ou contrairement à d'autres services publics. Et donc nous, on doit s'insérer pleinement dans le territoire pour apporter plus que juste le soin. Et puis dernier point, l'innovation. Évidemment, on a énormément d'innovation à faire en intelligence artificielle. Alors, on parlait ça juste. Mais aussi comment faire que notre innovation soit compatible avec le développement de la planète. On a quelques enjeux, pas énormément, mais pas total. Donc on a quelques enjeux, mais il faut les adresser. Voilà, on va parler d'IA puisque ça va être l'objet d'une question d'un étudiant de Centrale Supélec juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, c'est celle-ci justement. Comment est-ce que vous préparez les transformations liées à l'intelligence artificielle? Alors, le secteur du soin n'est pas très engagé dans ni la digitalisation, qui est l'étape avant, et l'intelligence artificielle. On a quelques innovations très intéressantes, notamment en ce qui concerne le diagnostic, mais du coup qui est très pointu, réservé à des hôpitaux, etc. L'enjeu principal dans nos métiers, c'est vraiment toute la prise en charge du travail administratif et toute la réduction du travail. Une infirmière dans une maison de retraite, elle peut passer 40 à 70% de son temps à faire du travail administratif. Elle n'a pas été formée pour ça. Elle se lève pas particulièrement le matin pour faire ça, et donc c'est aussi une question de redonner du sens. Et donc c'est ça qui est fondamental. Et en même temps, cette charge administrative, elle va pas baisser. Pourquoi? Parce que comme vous, quand vous commandez un livre sur Amazon, vous aimez bien savoir quand est-ce qu'il arrive et le suivre, et vous êtes capable de savoir où il est, et vous vous habituez à ça. Aujourd'hui, vous mettez votre parent dans une maison de retraite, vous savez pas ce qui se passe. Complètement. Et donc, bien sûr que vous allez demander à savoir ce qui se passe, et vous avez raison. Et bien sûr que l'État, qui est garant de la sécurité de ce qui se passe, va demander plus d'informations. Ouais. C'est une des utilisations possibles, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Ça, pour moi, ça va être la chose qui va changer le plus. Pour avoir accès à ces informations. Qui va changer le plus dans les années qui viennent. C'est-à-dire que ça va en même temps réduire le temps administratif de nos collaborateurs, et donc ils vont pouvoir passer plus de temps dans le tête-à-tête, dans le soin, dans l'accompagnement, dans la relation humaine, ce qui est fondamental, que ce soit dans le grand âge ou dans les cliniques psychiatriques ou dans les cliniques de soins de suite. Et en même temps, elles vont donner accès à nous tous à plus d'informations pour nous réassurer sur la qualité de ce qui est fait chez nous. Ça va être la plus grande transformation. Évidemment, on la prépare avec beaucoup d'intelligence artificielle, avec des oreilles augmentées, des choses qui prennent directement note de ce que tous nos collaborateurs font, mais qui n'ont du coup pas besoin de revenir dans leur bureau pour dire j'ai fait ça, avec les risques d'erreur que ça comporte d'ailleurs, alors que si on le prend en note immédiatement, l'information est immédiatement disponible sur une app. C'est mon rêve. Là, je suis en train de décrire le futur. Les familles peuvent y avoir. Je suis en train de décrire le futur, pas aujourd'hui malheureusement. Décrire un monde. Exactement. Mais là, on a un gros travail à faire. Et un gros travail à faire collectif, parce qu'évidemment, ça va être des engagements financiers importants, mais c'est fondamental pour la qualité du travail qu'on va faire demain. Complètement. D'autant que vous disiez, il va y avoir de plus en plus de personnes vieillissantes qui vivent en plus longtemps. On n'a pas abordé le soin à domicile, mais c'est le maintien à domicile, pardon, mais c'est très important aussi. Merci beaucoup. Ça va être à vous de poser des questions à présent, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? J'imagine que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations. C'est le moment, vous avez 1 à 2 minutes face caméra, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. C'est à vous. J'ai 2 sujets à mettre à l'ordre du jour et qui me semblent fondamentaux pour
l'avenir de nos concitoyens. Le premier, la santé-sécurité au travail. Il y a des domaines dans lesquels les progrès ont été énormes, c'est notamment le cas de l'industrie, et puis il y a des secteurs qui sont laissés un peu à l'abandon derrière, la santé, le BTP, dans lequel il y a encore beaucoup trop d'accidents, et c'est une question de transfert de savoir-faire. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'engagement collectif des pouvoirs publics, des entreprises et des salariés. Et je trouve que c'est un thème fédérateur et qui n'a que des aspects positifs pour la société. Le deuxième sujet, c'est le financement évidemment du grand âge et de la dépendance. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'un côté des personnes âgées qui ont un patrimoine relativement important, et de l'autre côté, des besoins en termes de financement pour la dépendance qui sont également importants et qui vont être en croissance relativement forte dans les prochaines années. Et il faut trouver un moyen de mettre en face ces ressources et ces dépenses et de faire en sorte qu'on puisse utiliser ce patrimoine des personnes âgées qui est très important pour leur bien-être dans les dernières années de leur vie. Les messages sont passés. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.